Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les tensions, les dilemmes, les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve n'est pas suffisamment encore abordé. C'est comment réconcilier performance économique et sobriété numérique à l'ère de l'IA générative. Pour décrypter cette équation complexe, je reçois aujourd'hui donc Frédéric Marchand, CEO de Fruger et de Digital for Better, qui je pense est la meilleure personne pour en parler. Donc toi, tu es issu de la transformation digitale, tu es ancien directeur de Digital Factory de Niji. Puis tu as créé Digital for Better et Fruger, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire. Tu as écrit aussi un livre qui s'intitule 40 mots pour un numérique responsable. Tu es ambassadeur du mouvement Impact France. Donc, tu es vraiment partout sur ces sujets en fait, du numérique responsable. Et tu as été classé donc, parmi les 100 personnalités qui donnent du sens au numérique, selon Allianz. C'est correct, tu t'es bien renseigné, Jo. Voilà, donc super parcours. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour couvrir ce sujet. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ce qui t'a amené vers ces sujets du numérique responsable? Bah, écoute, moi, je suis un pur produit numérique, ingénieur de formation, 30 ans dans la transformation numérique des entreprises, accompagné plutôt des grands groupes dans cette transformation-là. Et en fait, je suis pas venu au départ sur le numérique responsable, je suis venu par rapport à l'économie à impact. Je m'intéressais beaucoup à l'économie sociale et solidaire il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à me dire qu'en fait, finalement, si on voulait transformer l'économie, nos modèles, il fallait peut-être avoir une économie à impact qui passe à échelle et qui aide les grands groupes à se transformer et aller dans l'entraînement. Ma première volonté, c'est de créer un acteur du numérique dans l'économie sociale et solidaire. Le numérique n'était pas représenté. Et assez rapidement, dans la proposition de valeur, c'est un peu devenu une évidence, c'est de dire en fait, le numérique a aussi une empreinte, qu'elle soit environnementale comme sociale, il y a quelque chose à faire et donc il faut monter un acteur sur le sujet. Et puis après, tu recherches des associés qui partagent les mêmes valeurs et puis tu te lances. On s'est créé en 2020. C'était peut-être pas gagné à l'époque parce qu'on donne nos démissions et 15 jours plus tard, on est tous confinés, donc ça nous a fait drôle. Et puis finalement, j'ai envie de dire, toute crise a du bon. C'est un accélérateur des prises de conscience. Et donc, on a eu la chance de vivre une belle histoire au cours des 5 dernières années. En tout cas, on s'éclate bien dans ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, notre raison d'être, c'est de promouvoir un numérique qui soit plus respectueux à la fois des personnes et de nos ressources naturelles. D'accord. Et donc, tu as Digital for Better et Fruger. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Le nom juridique d'entreprise, c'est Digital for Better. C'est ce qui reprend toutes nos activités, on va dire, plutôt servicielles, donc de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique. Et puis, un de notre cœur d'activité, c'est l'activité éditeur autour de Fruger, qui est partie d'un constat assez simple, hein. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, nous, quand on a commencé à faire du numérique responsable, on s'est dit, OK, mais comment on est sûr que ça a un vrai impact ce qu'on fait? On est parti en R&D dans un produit pour dire, OK, comment on mesure l'empreinte du numérique, comment on fait un bilan carbone, comment on fait une ACV, une analyse cycle de vie. On est parti là-dessus, on a fait de la R&D, on a sorti un produit qui s'appelle maintenant Fruger, pour frugalité, c'est un joli mot. On ne voulait surtout pas green dans le produit parce qu'on ne fait pas que de l'empreinte environnementale, on fait aussi de l'empreinte sociale. Et voilà, et puis aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé par un tiers des acteurs du CAC 40 ou des acteurs du public comme l'ADEME, etc., pour améliorer leur empreinte numérique au quotidien. Ok. Ah oui, c'est intéressant parce qu'empreinte numérique, tu comprends quand même aussi la dimension sociale dedans. Donc, comment ça s'articule, ça? Exactement, on va prendre en compte tout ce qui est sujet un peu plus connu comme l'accessibilité numérique, parce que les obligations légales en France, alors la loi européenne s'est durcie récemment, mais également tout ce qui est éthique du numérique, tout ce qui est inclusivité numérique. Donc ça tire plein de sujets sociaux finalement le numérique, parce que le numérique il rassemble beaucoup, mais il exclut aussi énormément. Mhm. D'ailleurs, dans notre activité sociétale, ce qu'on a la particularité dans une start-up qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, on fait beaucoup de choses au quotidien pour en fait les publics fragiles face au numérique. Mhm. On a travaillé par exemple avec l'ASIA qui œuvre pour les malvoyants et pour faciliter les choses, donc on fait des choses open source pour elles. On va travailler avec des associations comme l'INAF, qui sont des femmes éloignées de l'emploi, ou comme Codico par rapport aux réfugiés. Voilà, donc ça nous fait, c'est un peu une de nos motivations au quotidien, se lever, se dire tiens, on fait quelque chose d'utile et un numérique qui fait sens pour toutes et tous. Mais voilà, mais ce qui nous fait vivre au quotidien, c'est notre produit Fruger et l'accompagnement qu'on fait pour les grands groupes. Ok. Donc, tes clients, c'est principalement des grands groupes Oui. qui sont venus te voir à la base sur les enjeux transition numérique responsable.
Alors, vous, votre promesse, c'est d'améliorer donc la performance digitale et de réduire les coûts IT en agissant sur l'impact ESG. Donc concrètement, comment vous faites pour réconcilier performance et impact? En fait, tu te rends compte que tout est un peu lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser à un numérique qui soit, plus sobre, c'est pas juste vertueux, ça va avoir un effet direct, par exemple sur ta facture cloud à la fin du mois. Heu, c'est pas compliqué, si tu fais de l'éco-conception de tes services numériques, tu vas pouvoir les faire fonctionner en mettant en œuvre moins de ressources matérielles, donc moins de ressources cloud, en allongeant la durée de vie de tes équipements et tout ça, ça te fait des économies qui peuvent être très significatives. En moyenne, ce qu'on constate avec nos clients, c'est qu'on va réduire de 21% leur facture cloud, qui pour un grand compte peut être extrêmement important. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'on agit et c'est traiter toute la chaîne de valeur, donc à mesurer à la fois, l'ensemble des équipements d'une entreprise, l'ensemble de leur data center, que ce soit cloud on-premise, leurs services numériques applicatifs, toute la partie, digital workplace avec Office 365 et autres, ou évidemment tout ce qui est système d'IA et cetera. OK, donc vous avez la partie, mesure, donc quelle est l'empreinte numérique et vous avez aussi la partie, derrière, recommandation, donc à partir de ce constat, enfin, comment est-ce que vous articulez les 2? Exactement, on a les OK. 2. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'impact et pour moi, l'impact, c'est l'amélioration continue. Une personne qui mesure une fois par an, c'est pas de l'impact. C'est que de la conformité et c'est limite du bullshit, d'ailleurs. Et donc, si tu veux avoir de l'impact, il faut être capable de mesurer régulièrement et pour mesurer régulièrement, tu as besoin d'outils parce qu'à un moment donné, tu vas devoir avoir un inventaire des flux et une évaluation qui soit automatisée et puis derrière, si tu veux encore plus avoir de l'impact, il faut avoir un moteur de recommandation qui te dise sur quoi agir. C'est ce qu'on a cherché à faire avec Frugger. Aujourd'hui, non seulement tu peux mesurer régulièrement, te benchmarker par rapport à tes concurrents, mais également, on a des recommandations très précises qui sont directement activables, qui te permettent de dire sur quoi agir. On va jusqu'à, c'est là où on est assez poussé, jusqu'à les lignes de code qui posent problème, etc. Donc on peut aller Mmh. très loin dans la recommandation Ah, d'un point de vue c'est-à-dire? technique. Concrètement, c'est quoi, On sur, peut une ligne de code? identifier une librairie JavaScript qui pose problème et Qui pompe trop de ressources et ouais, qui, exactement. OK, ouais. Ah ouais, On donc peut c'est aller vraiment très loin. holistique, OK. OK, OK. Et donc tes clients aujourd'hui, si on se dit entre les les choses entre nous, est-ce qu'ils viennent d'abord, pour, les économies? Est-ce qu'ils viennent pour l'impact environnemental? Est-ce qu'ils découvrent qu'en fait, en faisant de l'impact environnemental, finalement, tu fais des économies? Comment ça s'articule? Et c'est quoi aussi, l'horizon de temps avant de voir, les améliorations, sur le plan économique? Alors, les premiers clients, ils sont venus, sous l'angle plutôt environnemental. En fait, ils avaient tous pris des grandes ambitions de dire, «Je réduis de 40 par exemple, d'ici 2030, mon empreinte carbone». Donc le numérique est une part de mon empreinte et qui n'arrête pas de grandir en plus et donc c'est plutôt pour ça qu'ils sont venus au départ. Ça, c'est très 2020-2021. Ouais, exactement. Ensuite, on a commencé à voir des choses, notamment récemment, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, liées à la législation, comme elle s'est durcie, sur l'accessibilité numérique et en fait, faut savoir qu'elle existe depuis de nombreuses années en Mmh. France, mais elle n'est pas appliquée, comme beaucoup de lois qui existent en Mmh. France et maintenant, les entreprises qui ne respectent pas l'accessibilité numérique, ce qui est 80 des entreprises pour faire simple, malheureusement, donc quand je dis accessibilité numérique, c'est par exemple un malvoyant, une personne qui ne distingue pas les couleurs et Ouais, cetera, en fait, elle se retrouve bloquée dans plein de process numériques et ouais. comme tout se fait par le numérique, c'est un vrai problème de société et donc ça, elles sont soumises à amende et risque d'image, donc elles s'y mettent, et puis, maintenant, on a un nouveau type de client qui arrive, qui vient, d'abord pour faire des économies d'argent OK. et dire: En fait, le numérique commence à me coûter cher». Il y a certains acteurs qui ont une explosion de 15% par an de leur coût du numérique. Il y a plusieurs choses, hein, j'accélère sur ma transformation digitale, je déploie en masse de l'IA, ma facture cloud n'arrête pas d'augmenter. Donc tout ça fait qu'au Mmh. final, tu peux avoir un accroissement de ta facture, numérique annuelle et donc elles se disent: «OK, là, j'ai quelque chose à faire et si vous pouvez m'aider à la réduire, j'ai un vrai ROI». Donc aujourd'hui, c'est un peu le mouvement qu'on observe actuellement. Donc c'est marrant de voir un peu cette maturité. Intéressant, ouais. Juste pour revenir sur la partie, réglementation, notamment, sur, l'accessibilité et cetera. Parce que comme tu disais, on les a les réglementations, le problème c'est qu'elles ne sont pas, forcément appliquées. Puis, on a rarement, aussi les moyens finalement de fliquer et de sanctionner. Qu'est-ce qui fait que là, sur l'accessibilité par exemple, on va se mettre à essayer d'être conforme, si on sait qu'au final on ne se fait pas taper sur les doigts, et on a vu la même chose avec la loi AGEC, par exemple, sur l'économie circulaire. Donc, c'est quoi un peu le shift aujourd'hui, là-dessus?
Le chiffre, c'est qu'il y a une loi qui est un peu plus claire, qui déjà a une administration qui est en charge de contrôler et donc qui va mettre en demeure avec un recommandé si un dispositif n'est pas accessible et ensuite va passer à l'amende. Donc l'amende, elle peut être significative parce que ça peut aller autour de 20 000 euros par an et par applicatif. Il faut savoir qu'un grand compte, il a à peu près 500 voire plus applications. Donc vous faites le calcul, ça fait une Mmh. petite facture qui est pas négligeable. Puis il y a le risque d'image aussi. Mmh. Quand vous êtes un grand groupe, que vous n'arrêtez pas de crier partout, vous faites plein de choses d'un point de vue RSE, que vous cherchez un monde plus inclusif, et cetera, mais que vous n'êtes pas capable de rendre vos services numériques accessibles, c'est un vrai problème. Ouais. Donc là-dessus, ce risque d'image fait presque encore plus bouger que l'amende. Donc là, on passe à l'action et il faut que ça sorte d'ailleurs dans les médias, il faut que les médias s'en emparent et que n'hésitent pas à mettre en avant c'est un peu ces acteurs qui ne font pas nécessaire. Et demain, j'espère qu'aussi, ils viendront aussi par le côté, moi, ce que j'explique aussi à mes clients, c'est que tu as un tiers de public fragile face au numérique. Et donc, potentiellement, tu te prives d'un tiers de tes prospects, un tiers de tes Mmh. usagers. Finalement, c'est aussi un sujet de réduire le nombre de points de rupture dans tes parcours. Alors, un Mmh. tiers, ça peut paraître énorme, mais en fait, faut savoir que tu as à peu près 4% de déficients visuels en France. Tu as 4% pareil à peu près de personnes qui sont dyslexiques et donc certaines formes de dyslexie ont des problèmes d'accès au numérique. Tu as toutes les formes d'électronisme, c'est Mmh. environ 17% de la population. C'est des gens à qui il manque une ou plusieurs compétences clés sur le numérique. Et c'est un vrai problème de société, parce que par exemple, les jeunes, ils savent parfaitement chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser des formulaires en ligne et suivre un process. Donc quand tu sommes Ah, en les fait, jeunes aussi? les Ah jeunes, ouais? c'est un vrai sujet, c'est un vrai Ah sujet ouais. de société. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, les seniors, bon, pour être franc, ok, nos parents, mais c'est pas trop le problème. Nos parents, oui, ils savent pas utiliser l'outil numérique et quand ils doivent faire une procédure en ligne, c'est un peu compliqué. Ils demandent à leurs Mmh. enfants. Moi, ma maman, elle m'appelle souvent pour ça, Ouais. comme tout le monde. Voilà. Mais c'est pas l'avenir, c'est pas Oui. Mmh. grave, j'ai envie de dire qu'ils soient en partie exclus. Les jeunes, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais. Et vous demandez à plein de jeunes, ils ne savent pas utiliser des services en ligne, ils ne savent pas absolument pas. Donc c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Et notamment, tous les jeunes un peu éloignés de l'emploi, en fait, tu accentues leur exclusion de la société. D'accord, ouais. Et donc ça devient un vrai problème de société. C'est fou parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de former les jeunes à l'intelligence artificielle, etc., alors que tu as déjà finalement un sujet sur l'électronisme de base, quoi. Exactement. Ouais, c'est On dingue part de ça. loin. Ouais, ouais, j'avais pas ça à l'esprit. Donc autant faire d'une pierre deux coups et dire parce que l'avantage aussi avec l'IA, c'est que maintenant tu vas avoir pas mal d'interfaces qui vont se simplifier. Tu as aussi voilà toute une nouvelle expérience utilisateur. Ça peut aussi être une façon finalement de réduire la fracture numérique ou pas quoi. Donc tu es vraiment à ce chemin où soit tu fais les choses bien et ça réduit cette fracture numérique, soit on l'accentue d'autant plus quoi. Donc Je pense que malheureusement, on risque de l'accentuer dans les premiers temps, ouais. parce qu'on ne va pas bien faire les choses, comme toujours, quand on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que tu parlais de l'expérience utilisateur, l'UX. En fait, tous ceux qui font par exemple du vibe coding, donc qui commencent à développer des Mm. nouveaux systèmes, nouveaux process via des agents IA. Donc ça leur permet d'accélérer le développement de nouveaux process. Le problème, c'est qu'ils n'ont souvent pas pensé l'UX intelligemment et oui, ça marche, mais en fait, il y a plein de points de rupture. Et donc, pour des gens Mm. qui ont des déficiences, des difficultés, quelques fragilités face au numérique, ça va encore les accentuer. Donc, Mm. il va falloir bien comprendre que l'IA peut être puissante pour peu qu'il soit maîtrisé, pour peu qu'il ait été pensé. D'ailleurs, développer avec l'IA, ça nécessite des lead tech qui soient très bons, qui maîtrisent ça, qui aient pensé leur algorithme et qui fassent toujours intervenir des UX designers qui vont penser tout le parcours, etc. Ce qui n'est pas Mm. forcément comme on le fait actuellement, parce qu'actuellement, c'est un peu, oh, c'est super, en une heure, j'ai pu déployer un nouvel applicatif, mais ok, mais ton applicatif, il est plein de points de rupture. Souvent, d'un point de vue sécurité, tu n'as pas bien pensé les choses. Enfin, Mm. il pose plein de choses. Je ne te parle même pas de l'empreinte environnementale, des biais Ouais. sociaux. Enfin bon, Attends, tu peux préciser la notion de point de rupture, qui n'est pas une notion forte, bah, dans un forcément parcours, en que... fait, tu te rends compte parfois que tu vas enchaîner des étapes, on te demande de saisir des informations, puis tu vas cliquer sur suivant, tu as différents écrans avant de finir finalement ton process. Et en fait, parfois, tu ne sais pas où cliquer. Alors Mm. parce que, par exemple, ça peut être le bouton, il y a un problème de contraste de Mm. couleur, donc voilà, tu as un problème par rapport à certaines déficiences visuelles. Ça peut être parce que c'est hyper mal expliqué, on te demande vous n'avez pas saisi tous les champs, mais tu ne comprends pas, tu as Ouais. l'impression d'avoir tout saisi. Enfin, tu as plein de Ouais. façons dont tu as pensé ton expérience utilisateur qui va faire que tu vas créer des points de rupture dans ton parcours et les gens vont abandonner en fait. Ouais. Et Ouais. donc là, ce qui est un problème pour les entreprises, et puis un problème d'exclusion sociale aussi, Ouais. parce que finalement, tu as potentiellement des clients qui vont pas jusqu'au bout du parcours Ouais, c'est ça, d'achat. c'est une perte sèche finalement. Exactement. Ok, et donc ça, les entreprises en ont conscience.
C'est-à-dire qu'elles ont identifié ce sujet et elles t'appellent? Ou alors c'est vous, en arrivant, en faisant, un diagnostic, qui, arrivez et qui dites, «Bah, regardez, en fait, tout ce que vous perdez finalement à pas avoir réfléchi à l'accessibilité, à, ces sujets, un peu plus, éthiques finalement». Elles en ont pas C'est complètement conscience, non, c'est commence à me prendre, il y a un début, on va dire. ouais, et donc vous, vous êtes là un peu pour, changer le paradigme et comprendre, Exactement. mmh, Mais c'est l'intérêt, hein, de faire cette mesure et de benchmarker, de te rendre compte que tu as plein de leviers d'amélioration, plutôt le voir positivement, en fait. Tu as plein de leviers d'amélioration sur l'ensemble de tes parcours, numériques, en fait, et donc non seulement tu peux faire mieux pour la planète en utilisant moins de ressources et donc aussi mieux pour ton portefeuille, mais également, tu peux faire mieux pour les personnes en rendant plus accessible l'ensemble et aussi te permettre d'avoir des usagers plus satisfaits mmh. et plus de clients au final. Ouais. Si je caricature un peu, en réalité, finalement, sur le sujet du greenwashing qui est un petit peu, un sujet, touchy, mais au final, tu pourrais avoir, des clients qui viennent te voir pour faire, du greenwashing et qui, au final, se rendent compte qu'il y a un intérêt économique, derrière et donc, bah, au final, tout le monde y gagne parce qu'ils auront, mis en place, les bons systèmes et les bons, garde-fous. Ils auront rendu accessible et ils se rendent compte finalement que, ah ben, ça rapporte au-delà de l'image de marque, finalement. Ouais et tant mieux, ça me Ouais. dérange pas, au contraire, c'est top si on arrive à les convaincre et généralement, de toute façon, c'est une bonne manière d'engager les gens, en fait. C'est-à-dire Mmh. que c'est plus facile de les engager par l'exemple, en fait, leur de regardez, ça le numérique, c'est pas que virtuel, c'est une vraie empreinte, elle est Mmh. réelle cette empreinte et vous pouvez faire mieux, des façons de faire mieux et en fait, tout le monde est concerné, c'est pas juste les gens de l'IT qui sont concernés, hein, c'est Mmh. notamment tous les demandeurs métiers, ils sont concernés donc là-dessus, on peut faire beaucoup mieux, oui. Ouais, intéressant. Et sur la partie, parce que, on en a parlé un petit peu, mais pour creuser, bien, sur les enjeux du numérique, en fait, en termes ordre de grandeur, sur la partie empreinte, carbone, donc tu vas avoir, bon, la consommation, la façon dont tu as designé un petit peu, bah, tes sites web qui peut être plus ou moins, frugal, mais ça, quelque part, c'est, marginal par rapport à l'impact, du hardware, l'impact, tu vois, du parc informatique et cetera. Comment est-ce que, vous intervenez, dans ce domaine et quels sont les impacts vraiment, mesurables, tu vois, sur, bah, les recommandations que vous pouvez faire, aux entreprises là-dessus? Alors on mesure les 2, un parc hardware, un parc software. L'impact réel sur l'environnement, c'est l'hardware. C'est le fait de fabriquer, des PC, des smartphones, des serveurs. C'est ça ou tous les équipements réseau. Ça, c'est ce qui va avoir un impact et dès la phase de fabrication qui est extrêmement lourde, m plus que d'ailleurs la phase d'usage. Sauf que tu as pas besoin de plus d'équipements si tu as moins de services ou tu as des services qui sont beaucoup plus frugaux. En fait, tout est lié, en fait, finalement, pourquoi on produit autant d'équipements, par exemple, tiens, si on fait le lien avec l'explosion de l'IA, pourquoi on a besoin d'autant de data centers? Parce que, bah, on n'arrête pas de multiplier le nombre de données dont on a besoin, de puissance de calcul et cetera et donc on a plein d'usages qui se créent, liés à l'IA et qui donc nécessitent, bah, de fabriquer plus d'équipements. On commence d'ailleurs à parler, je lisais un article récemment sur des PC qui soient, conforme à l'IA pour permettre aux utilisateurs de demain d'utiliser d'exécuter des use cases, Mmh. d'IA sur leur propre PC donc ils vont pas dire: «Ouais, c'est super». Ouais, mais attendez, d'un point de vue empreinte environnementale, si on commence à C'est une vouloir renouveler catastrophe, tout ouais. le parc, ça va être une catastrophe, en Ouais. fait. C'est donc voilà, donc on voit que tout ça est lié, en fait et donc dans nos usages, c'est déjà à réfléchir sur nos usages, donc on a besoin de mesurer les 2. Mmh. Donc nous, on mesure les 2, on mesure à la fois l'empreinte de l'ensemble des équipements, mais également l'empreinte des usages et des services. OK. Oui, parce que du coup, si on passe sur la transition, donc là, on avait, cet engouement pour le numérique responsable qui était aussi beaucoup, drivé par, le covid. On avait que ça Mmh. on s'ennuyait, donc on s'est dit: «Ah tiens, en fait, la planète, ça peut être sympa de s'y intéresser» et ça, tout ça a été complètement, balayé finalement, par, bah, l'IA générative où, donc tu as, Microsoft, qui, finalement a revu, sa trajectoire, net zéro puisqu'ils ont augmenté, leur, consommation, de, 30 depuis 2020. Pareil pour Google. Donc, ils ont augmenté de 50 depuis, 2019 et ça va faire que, augmenter. Donc ils se sont plus qu'écartés de la trajectoire. Ils ont pris carrément le sens inverse. Aujourd'hui donc, toi, chez tes clients, comment cette bascule s'opère? C'est aussi assez, tabou parce que d'un côté, hier on disait: «Bon, j'ai envie d'adopter la trajectoire,
net zéro carbone. Et là, aujourd'hui, c'est ah non, il faut que je fasse de l'IA. Comment je fais? Comment s'opère cette bascule aujourd'hui chez tes clients? C'est quoi ton constat? Bah, il y a un côté qui est pas forcément bien, qui est aujourd'hui, tu as une redirection des budgets où en fait on met énormément de budget sur l'IA parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont peur de rater le virage de l'IA et ils veulent rester en fait, efficients, dans un monde concurrentiel et ils se disent: «Si je rate le virage de l'IA, je mets en danger mon entreprise». Et donc ils vont à fond là-dessus et donc ils réduisent sur quoi? Sur, un peu tous tes sujets qui sont un peu plus, nice to have, donc notamment, bah, les trajectoires de décarbonation. Voilà, on considère que c'est du nice to have et pas du must have parce que tu as aucune obligation légale à faire mieux. Donc là-dessus, évidemment, ça réduit fortement. Donc nous, on est touchés et en même temps, ceux qui commencent à accélérer sur l'IA et ceux qui ont le plus avancé sur le sujet, ils se rendent compte qu'en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, bah, si tu commences à passer à l'échelle certains use cases d'IA et ben, en fait, bah, ça te coûte déjà assez cher Mmh. en euros parce que, ça monte assez vite le nombre de tokens que tu consommes et de 2, tu t'éloignes complètement de ta trajectoire de décarbonation. Mmh. Donc ils font exactement ce que tu disais par rapport à ce qu'a fait Google ou Microsoft, où en fait, là où ils devaient améliorer de 30 leur empreinte, environnementale, ils l'ont détérioré de 30. On fait l'exact inverse. Mmh. Et donc certains de nos clients se sont rendus compte que bah, en fait, leur trajectoire de décarbonation, ils en ont complètement dévié. Ouais. Donc voilà, donc ils commencent à prendre conscience de ça. Donc il y a une gouvernance de l'IA qui est en train de se mettre en place. Et nous, c'est là-dessus qu'on les accompagne. C'est OK. Nous, on peut vous aider à, vous avez intérêt, avant de passer à l'échelle de l'IA, mesurer l'empreinte environnementale. Parce que déjà, l'empreinte environnementale et l'empreinte économique, elle est fortement liée. Mmh. Parce que si tu fais une IA plus frugale, ça va te coûter moins cher en termes de facture, en euros à la fin du mois. Et puis aussi de gérer tout ce qui est biais sociaux, les biais Mmh. éthiques, la conformité par rapport à l'IA, qui est gérer tout ton scoring de risque notamment. Donc là-dessus, c'est une demande qui commence à se faire et qui est plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire, si on compare par exemple l'IA à une voiture, une IA sans gouvernance, c'est comme une voiture sans frein, quoi. Mmh. Tu es sûr de prendre un mur et ça va te Complètement. faire mal, ouais. Ouais, ouais, complètement. J'aime bien cette, cette comparaison. OK, et en même temps, c'est quand même, hyper délicat parce que, les entreprises déjà ont du mal à, communiquer sur leur réel, vu qu'elles ne maîtrisent pas du tout en fait leur réelle adoption de l'IA. C'est un peu touchy de dire, en fait, les gars, on fait machine arrière. Enfin, comment c'est géré ça niveau communication aujourd'hui? C'est pas tellement une machine arrière, c'est vu comme une reprise en main parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que du shadow IA dans les entreprises, il y en a plein. Alors, ce que j'appelle shadow IA, c'est qu'en fait, des personnes qui utilisent déjà au quotidien l'IA, par exemple, une personne de marketing pour rédiger des contenus, pour faire tous les supports pour une nouvelle offre qu'ils vont lancer, etc. Mmh. Et ça pose problème. Parce qu'en fait, tu te rends compte, nous, on s'est rendu compte chez certains clients, tu avais des gens dans les services qui partageaient des informations confidentielles dans des IA publiques. Mmh. Donc on s'amuse à parler cybersécurité, etc. Mais de toute façon, la première source humaine, hein, dans les risques cyber, hein, la première source Ouais. dans les cyber, c'est l'humain. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'IA. Il y a tout Mmh. un tas de gens d'entreprise qui partagent plein de choses. Donc on a besoin de reprendre la main sur l'IA, de dire, OK, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des chief data officers, des chief AI officers, et le rôle, c'est quoi? C'est d'inventorier l'ensemble du système d'IA et de s'assurer, bah, que ça soit conforme par rapport à leurs règles éthiques, que ça fasse pas n'importe quoi d'un point de vue environnemental et de gérer les risques de tout ça. Donc finalement, c'est plutôt de reprendre la main et l'entreprise, elle a intérêt à accélérer parce que c'est toujours pareil, hein, c'est que si l'entreprise, elle innove pas assez vite, ses salariés, ils vont eux avancer de leur côté Mmh. et tu maîtrises plus les choses. Donc mais c'est toujours compliqué dans une entreprise parce que tu as un héritage, c'est compliqué. Donc c'est en train de se mettre en place. Et je pense que demain, à court moyen terme, tout ce Shadow IA, il faudrait qu'il ait disparu parce qu'il est extrêmement dangereux pour les entreprises, mais elles prennent un risque énorme. Mmh. Et elles vont reprendre la main. Donc finalement, mettre en place cette gouvernance, c'est une aide pour elles en fait. Mmh. Ça permet justement à ces personnes-là qui sont en charge d'être un peu les référents de l'ensemble du système d'IA qu'il peut avoir dans les entreprises, de reprendre la main et s'assurer que je ne fais pas n'importe quoi. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises qui disent, enfin, qui prennent elles-mêmes en charge ce sujet de gouvernance, c'est-à-dire quelle gouvernance je mets en place, tu vois, sans vraiment faire intervenir des tiers neutres en disant, bah voilà, ça c'est ma charte, etc. Et donc au final, ça revient à définir les règles du jeu pour son propre jeu. Et donc c'est quoi un petit peu le discours que vous portez auprès de vos clients par rapport à ça pour leur expliquer que en fait bah, tu peux pas définir toi-même les règles du jeu, tu vois? Tu peux pas être l'auditeur et l'audité à la fois, quoi.
Bah, nous, on est un tiers de confiance, comme tu le soulignes. C'est-à-dire qu'on est un tiers de confiance externe, on est expert de l'empreinte, on n'a aucun parti pris dans l'entreprise et donc on peut avoir un avis qui soit totalement objectif. Mmh. Et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix d'avoir des tiers de confiance demain et notamment sur l'IA, sur laquelle il y a un niveau de risque qui est très important. Il faut qu'il y ait des tiers de confiance et donc gérer toi-même ta gouvernance, oui, ça aura ses limites. Donc tu peux faire appel à un peu de conseils ponctuels, mais ça aussi, c'est pas suffisant. Il faudra le faire. C'est toujours important de se faire accompagner, ça évite d'essuyer les plâtres. Mais tu as besoin d'avoir un tiers de confiance qui va mesurer cette empreinte et jouer un peu le rôle de garde-fou par Mmh. rapport à tout ça. Et au moins, tu sais que tu peux t'appuyer sur des acteurs qui vont te remonter des KPI fiables et te permettre de jouer ce rôle de garde-fou et t'assurer que tu pars pas dans un sens, dans des dérives environnementales ou sociales qui pourraient être graves pour l'entreprise. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que enfin, un des constats que je fais, aujourd'hui, c'est que, on fait l'erreur de remettre ces sujets au même titre qu'on a fait ça avec les sujets environnementaux. C'est-à-dire qu'on met ce sujet entre les mains de, responsables, RSE et cetera. Là, on met, le sujet de l'IA entre les mains, des DSI, des personnes autour de la data, alors qu'en fait, c'est des sujets ultra stratégiques, qui devraient, remonter et être pris en main par, les directions, générales et les COMEX, quoi. Comment tu gères un petit peu ce challenge et est-ce que tu arrives à passer un peu, outre ce truc du, «Non, ça, c'est un sujet de DSI pur», alors que c'est de la strat, 100 et c'est même la survie, de l'entreprise finalement, ces changements de paradigme donc comment est-ce que tu vis ça toi aussi, Le problème, la plupart des comex, en fait, des grands groupes notamment, c'est que ce sont des gens qui, malheureusement, comprennent pas l'IA. Ils n'ont pas été formés à ces notions-là, ils n'ont pas vécu avec, donc ils sont très éloignés de ces sujets-là. Donc ils sont plus portés sur leur cœur de métier, leur stratégie. Donc c'est compliqué pour eux, ils se sentent un peu en danger. Tu as toujours peur parce que tu ne maîtrises pas, hein, aussi. Mmh. Donc après, pas mal d'entreprises créent justement des directions de la transformation et de l'IA, qui dépendent directement, de la stratégie. C'est souvent quand on va opérer de toute façon une transformation, souvent c'est ce qu'on va faire. Donc on va pas mettre ça, côté DSI, on va plutôt mettre ça dans une direction à part qui, à terme, aura peut-être vocation à disparaître, mais qui va permettre d'avoir, parlé directement au COMEX et Mmh. s'assurer que j'opère la transformation de manière à la fois, maîtrisée, mais également avec quand même une certaine agilité et vitesse, quoi. Donc c'est, un organe dédié à la transformation qui serait, éphémère et transverse? C'est un peu ça? Ouais, on a souvent fait comme ça les transformations des entreprises, en fait. Ah C'est que ouais, tu fais ouais. appel à ça, ça fait tu sais, c'est un peu le quand tu as eu la transformation internet, il y a eu beaucoup de grosses boîtes qui ont créé des directions internet, quoi, qui étaient des directions complètement à part et en fait, tu te rendais compte que les canaux de distribution sur internet étaient gérés par un système d'information totalement à part du reste, en fait. Mmh. Depuis, ça n'existe plus, tu as une cohérence globale de l'ensemble, heureusement. Mais Mmh. finalement, pour aller beaucoup plus vite, tu procédais comme ça. Je dis pas que c'est la solution unique, mais c'est une des façons de faire, en tout cas. OK et donc ça, tu le vois, émerger, chez tes clients? Enfin, c'est quoi la Ouais, tu as quand tendance? même tu avais déjà des entreprises qui avaient, notamment, tu prends la finance, ils ont quasiment tous des CDO, des Chief Data Officer, Mmh. qui a un poids dans l'entreprise, en fait, qui est au même niveau du CIO, en fait. Mmh. Donc tous les 2 dépendent de la direction générale. Donc il y a déjà ça qui est en place dans certains secteurs d'activité et ça va se mettre en place, je pense, dans l'ensemble des secteurs, en fait. Ouais. Et comment tu arrives, quand même à remonter, vers, cette prise de conscience? Donc ça, c'est les enjeux de sensibilisation, de formation, mais vraiment, faire le lien, regarder parce que je pense que c'est ça l'enjeu de démontrer, les bénéfices économiques, sur l'entreprise, de lier ça, en fait, aux enjeux, environnementaux et éthiques autour des sujets Mmh. d'IA. Comment est-ce que, enfin, comment est-ce qu'on arrive en fait, au-delà de faire des formations, auprès des comex? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu vois à activer? Je pense que le fait de mesurer et montrer l'empreinte, c'est une manière de leur faire prendre conscience. Les médias doivent jouer un rôle. Elles le font en ce moment sur l'IA, Mmh. je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience que bah ouais, mais quand je fais une requête sur ChatGPT versus requête sur Google, c'est une empreinte 10 fois supérieure. Lorsque le fait de faire plusieurs prompts, c'est une bouteille d'eau qui a été vidée. Enfin, donc, toutes ces notions de vulgarisation, ouais, la presse en parle. Donc, il y a quand même, les gens prennent conscience que l'IA, c'est pas neutre et que ça va peser une part importante de notre consommation électrique. Ça va poser des problèmes de stress hydrique aussi, Mmh. parce que pour que le numérique fonctionne, ça paraît toujours surprenant, mais ça consomme beaucoup d'eau le numérique, Mmh. à la fois pour l'extraction des terres rares, mais également dans le refroidissement, data center, etc. Donc à plein de phases, en fait, ça consomme beaucoup d'eau.
On a quand même des problèmes de stress hydrique, notamment en France, qui sont très importants, un manque d'eau, hein, parce que c'est aujourd'hui les nappes phréatiques, elles se remplissent pas assez. Alors c'est pareil, ça choque toujours les gens parce qu'on dit bah oui, mais il y a plein d'inondations. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça pour Ouais. comprendre le sujet, voilà. Et donc en fait tout ça, voilà, on en parle et ça aide à prendre conscience. Et puis aussi les problèmes quand même de biais sociaux. En fait, on se rend bien compte que bah, l'IA, c'est un amplificateur de nos vies, donc c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'en fait, bah, oui, on a plein de biais aussi dans nos vies et que oui, si tu demandes, par exemple, à n'importe quelle IA de te générer, une image, d'un chef d'entreprise, voilà, bah, il va probablement te sortir un homme blanc de 50 ans avec des cheveux Mmh. gris et en costume. Ouais, c'est Mmh. triste, mais c'est la réalité. Et donc voilà, donc tu as plein de biais qui sont amplifiés par l'IA et qu'on a besoin de corriger et voilà, au risque sinon d'avoir de gros problèmes. Mmh. Mmh. Ouais, complètement d'accord. Et en fait, pour revenir, au sujet, de, de l'impact, en fait, de l'IA sur l'environnement, donc ça, c'est encore un autre sujet, complexe parce que, finalement, donc récemment, il y a un papier qui est sorti pour dire: «Bon, faites attention avec les ordres de grandeur qui ont été donnés, c'est très contextuel et cetera». La réalité, c'est que, aujourd'hui, en tout cas sur les gros modèles, il y a une opacité telle que c'est hyper complexe d'avoir une vraie, estimation. Donc on a des fourchettes très importantes, hein, puis même, tu vois, le travail en ce moment qui est mené par le Shift Project, tu vois que les fourchettes sont très Mmh. larges parce que, déjà on n'a pas de recul, donc pour faire des projections, avec très peu d'historique, c'est compliqué. On a, l'opacité sur la localisation des data centers, sur les vrais usages. Ce que, l'entraînement des modèles a consommé, ça on ne sait pas. Donc, toi, comment est-ce que, vous gérez ça, chez Fruger? Comment est-ce que vous, mesurez l'impact et quelles sont un petit peu les limitations actuelles, là-dessus? C'est un gros problème, le manque de données, comme tu dis, et on ne sait pas tout mesurer. Alors déjà, on ne sait pas mesurer la phase d'entraînement. Parce que de toute façon, les acteurs des LLM, ils ne te donnent pas les données, donc on ne sait pas le mesurer. Bon, après, une fois que le modèle est sorti, de toute façon, l'entreprise, quand elle va le reprendre un modèle, elle est malheureusement derrière elle, cette empreinte. On va savoir mesurer quoi? On sait mesurer, à la limite, si tu prends un LLM, tu vas en faire un plus petit modèle, un SLM, ou alors tu fais du fine-tuning pour l'adapter à tes besoins, ça, on va savoir le mesurer, cette phase-là. Ensuite, nous, on sait mesurer toute la phase d'inférence, la phase d'usage de ton modèle. Donc, en fait, et ça, on sait parfaitement le mesurer, en fait. Parce Quand le que, modèle est en propre? exactement. C'est-à-dire que, alors, si tu utilises du Mistral, ChatGPT, du Claude, n'importe quoi, dans un mode public, évidemment, moi, je ne sais pas le mesurer, Mmh. ça. Je n'ai pas accès à la donnée qui me permet de le faire. Mais normalement, aujourd'hui, nous, nos clients, elles mettent en place plusieurs modèles qu'elles intègrent dans leur propre data center, que ce soit cloud ou on-premise, et elles le font avec souvent connecté à un RAG, etc. Et donc ça, nous, on sait parfaitement le mesurer. On sait collecter toutes les données de manière automatisée, toutes les ressources cloud que tu consommes, et on va savoir faire une évaluation environnementale. Donc ça va te permettre de contrôler ça. Et on sait aussi extrapoler, modéliser, bah tiens, là, sur le use case que tu as mis en place par rapport à telle architecture, bah, si tu le passes à l'échelle au vu du nombre d'utilisateurs que tu peux avoir Mmh. dans ton entreprise, ça pourrait te coûter tant d'un point de vue environnemental, tant en euros. Et donc les aider à prendre les décisions. C'est pareil, on les questionne même très en amont avant de lancer le sujet. De dire, on essaie de leur faire un peu une balance des externalités négatives et positives. OK, Mmh. par rapport à ce use case, tu attends tel gain de productivité, tel élément, d'être plus précis, etc. là-dessus aussi. Mais tu vas aussi avoir, bah, tu vas avoir une telle empreinte environnementale, tel coût Mmh. économique, mais également tel finalement peut-être biais sociaux, éthiques que tu pourras avoir. Et donc, bah, c'est de faire une balance des externalités positives et négatives et de dire, OK, maîtrise de Gonogo, où il décide en toute conscience de ce qu'il lance et ce Mmh. qui va être nécessaire. On revient un peu au basique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, OK, plutôt que de lancer un tas de sujets dans tous les sens, est-ce que c'est réellement utile? Souvent, d'ailleurs, dans le numérique Mmh. responsable, on se pose la question de la règle des 3 U, tu sais, utile, utilisable, utilisé. Mmh. Et tu te rends compte que, réellement utilisé, au final, tu as souvent, au au moins 30% de ce que tu as mis en place qui est pas réellement utilisé dans les Ouais. systèmes numériques et qu'à un moment donné, tu dois décommissionner parce que ça te coûte en argent et ça Mmh. te coûte en d'un point de vue environnemental, même si c'est la fonctionnalité, elle est pas accédée, pas utilisée. C'est pareil pour l'IA, ce sera les mêmes sujets. Donc, il faudra se poser les questions de la frugalité sous cet angle-là, puis les questions aussi de la bonne implémentation parce que, évidemment, le LLM, c'est pas la solution. Le large modèle qui répond à tout, c'est Mmh. absolument pas la solution. Il faut des plus petits modèles qui soient dédiés sur des use cases. Ça, c'est la vraie approche. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est capable de mettre en place ce genre de modèle. Alors, nous, on fait pas ça. On n'est pas du tout. Nous, on est Mmh. là. On veut rester un tiers de confiance. Donc, on veut surtout pas agir sur mettre en place les modèles. Mmh. Il y a plein de boîtes experts là-dessus et on les laisse faire. Et donc, voilà. Donc, ça, il y a quand même des solutions qui existent. Et on peut.
Sur l'IA, d'ailleurs, c'est un peu le monde de la folie sur l'IA, parce que comme quoi on se dit sur le numérique, on peut diviser globalement par 2 l'empreinte environnementale. Sur l'IA, c'est par 10 en fait. Tu peux avoir un facteur 10 entre si tu fais pas bien les choses et si tu cherches vraiment à bien les faire. Mm. Donc l'échelle, elle est énorme en fait, le multiplicateur. Donc si tu penses très mal les choses, tu peux avoir un système d'IA qui te coûte extrêmement cher, tant en euros qu'en carbone. Mm. Et ça, les entreprises, il faut qu'elles en prennent conscience. Ça peut te coûter très cher l'IA. Ouais. Oui, c'est très puissant. Et tu peux avoir des gains de productivité qui sont énormes. Ça peut aussi te coûter extrêmement cher. Mm. Mm. Alors, est-ce que tu as des exemples donc là, en fait, ce que tu viens de dire, c'est que tu as quand même aussi, tu fais ton diagnostic et tu es capable finalement d'avoir la vision externalité positive et négative. Et donc finalement, tu pourrais être en mesure, dans le cadre de tes recommandations, de dire, de faire le distinguo IA utile versus Ouais. IA futile, ce qui va dépendre en fait des considérations de chaque entreprise. Et ça, c'est dans ta charte d'utilisation. Est-ce que tu peux parler d'arbitrage qui aurait été fait là-dessus, ou c'est juste pour l'instant, non mais c'est à titre indicatif et de toute façon zéro transparence là-dessus, où il y a eu des vrais arbitrages qui ont été faits et sur lesquels on pourrait communiquer, tu vois Non, il y a des vrais arbitrages. Alors, pour l'instant, les entreprises sont prudentes. On a des cas dans l'assurance. En fait, on a des clients dans l'assurance qui l'ont fait. En fait, donc ça marche. Et qui aujourd'hui sont donnés des règles en fait, et en fait ils font un scoring par rapport aux externalités positives et négatives. En dessous d'un certain score, ils ne lancent pas le projet. Ok. Donc, plus précisément, tu as le cas spécifique là-dessus, et quelles sont les motivations derrière? C'est les risques d'image, les risques économiques, c'est quoi? C'est tout ça à la fois en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois ça peut être lié à un risque d'image qui est trop fort, ça peut être lié à un risque environnemental qui est trop important, ça peut être lié aussi parfois simplement aussi économique. Tu te rends compte que tu n'as pas le ROI derrière la belle promesse en fait, entre ce que ça te coûte de déployer ce système-là versus ce que ça te rapporte en gain, tu vas montrer que tu ne retrouves pas. Donc il y a plein de facteurs qui vont faire, et donc ils mettent en place ces scorings-là. Et donc ça commence à se mettre en place. Moi, ma vision demain, c'est que tout le monde aura besoin de faire ça. Sinon, parce que on va en mettre partout l'IA. Heureusement, malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le débat. J'ai pas envie moi, je suis pas de ceux qui disent non, mais il faut rejeter l'IA, il faut pas en faire, machin. De toute façon, les entreprises, elles sont là, elles vont se lancer. Mais en fait, on va essayer d'en mettre partout. Et donc, il va falloir penser les choses en fait, et dire, comme tu dis, oui, c'est quoi l'IA utile, l'IA en fait qui est vraiment efficiente, qui est vertueuse, qui t'apporte quelque chose en fait. Ouais. Et sur les arbitrages, du coup, ça se passe. C'est quoi la gouvernance? C'est au niveau des COMEX? C'est au niveau. C'est vraiment cette question. Tu peux dire en fait c'est le COMEX qui s'en charge, ou alors tu pourrais créer des organes dédiés avec des tiers extérieurs représentatifs des intérêts des parties prenantes. Ça, ce serait l'idéal, mais je suis pas sûre que ce soit déjà la tendance. Comment ça se passe aujourd'hui? J'en connais pas, non, qui ont des tiers avec des parties prenantes externes, mais par contre, tous ont mis en place des organes de décision où tu as souvent la direction métier demandeuse, le CDO, et aussi le RSSI, plus souvent la personne en charge de l'éthique. Toutes les grosses entreprises ont une charte éthique, voilà. Donc, c'est ces acteurs-là qui décident entre elles. Donc, ces gouvernances-là, elles sont nécessaires, ça c'est sûr. Il va falloir parce que ça doit être plusieurs. Je pense qu'une business unit, un métier ne peut pas décider seul. Inversement, un chief IA officer non plus. Et c'est ensemble qu'ils doivent décider sur la base d'éléments concrets, tangibles, et savoir jusqu'où ils vont. Et donc, tu penses que cette démarche-là, il faudrait un push réglementaire pour encourager en fait l'adoption d'une gouvernance un peu plus quelque part représentative des intérêts des parties prenantes, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire naturellement par un mouvement de fond, peut-être de demande de l'opinion publique, ou que sais-je? Je pense que ça va se faire naturellement parce que parce que pour des raisons économiques de ROI, en fait, quand les entreprises ont constaté qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent et que le retour sur investissement n'est pas encore là. Je prends un exemple, une étude IBM qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui disait 2023. qu'il y avait 80% des entreprises qui voulaient se lancer sur l'IA et qui avaient commencé à lancer des projets, mais en fait, les 2 tiers avaient toujours pas réussi à constater un ROI, quoi. C'était effrayant. Enfin, donc voilà, donc inévitablement, ils vont y aller dans ce sens-là. Après, il y a quelques lois qui existent. Il y a l'IA Act en Europe qui est là pour gérer les risques. Alors,
Certes, c'est petit, ça ne demande pas grand-chose, c'est une obligation de moyens, donc voilà, mais au moins ça sensibilise au risque de l'IA et ça ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Après, il faut laisser les entreprises exécuter, pas besoin de mettre des lois partout. Celle qui manque, à mon avis, juste, c'est quand même sur la transparence de l'empreinte. Je pense que tout Mmh, usager, il a le droit de savoir que le service qu'il est en train d'utiliser, ça coûte une fortune à l'environnement, quoi. L'empreinte mmh. environnementale est catastrophique. Donc, sans demander de l'obligation de résultat, c'est dire, vous devez afficher en transparence que, bah, tiens, le service que vous mettez à disposition, un, il contient de l'IA, et de deux, voilà son empreinte. Et Mmh, donc ça, ouais, ça serait intéressant d'avoir une loi en ce sens-là. mmh. Ouais, c'est sûr. Donc là, on a abordé la partie, gouvernance, et le drive aussi, sur, la conformité. On n'a pas trop parlé en fait de, ce mouvement de fond et ce shift, heu, réglementaire. Donc tu avais, la, CSRD qui poussait les enjeux environnementaux. On a fait un peu machine arrière. L'IA Act, on avance un petit peu, on va faire un petit peu machine arrière. Donc globalement, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, tu devrais avoir une régulation, naturelle qui devrait se faire hors, réglementation? C'est ça un peu ta position, Pas je suis disons que la réglementation, elle est nécessaire, il en manque un peu, mais il faut pas trop surcharger, sinon ça peut être en effet un frein. Pour autant, bon, ceux qui disent qu'il faut simplifier, l'IA Act, alors qu'il est même pas en place et qu'il est pas du tout, restrictif, bon, c'est un peu ridicule là, faut arrêter. Donc voilà, mais je pense qu'on a un peu trop tendance, notamment en France, à ch tout de suite, c'est voilà, l'État-providence qui doit réguler, qui doit réguler. Tout ça fait de la lourdeur, c'est pas forcément nécessaire, donc laissons les responsabiliser les entreprises. Par contre, les entreprises, elles doivent être mises devant leurs responsabilités et doivent assumer leurs actes, quoi. Donc à un mmh, moment donné, donc elles ont un minimum de transparence à avoir par rapport à leurs usagers, que ce soit en interne ou en externe, l'ensemble de leurs parties prenantes. Là-dessus, il faut les responsabiliser par rapport à ça. Il faut prévoir des choses dans ce sens, mais sinon, non, mmh, faut les laisser avancer. Je pense pas qu'on ait besoin de plus de régulation, en tout cas dans un premier temps. Pour autant, on n'a pas besoin de faire comme les États-Unis où, alors là, zéro mmh, régulation, interdiction même de régulation, hein, mmh, ce serait c'est une folie en fait de faire ça, parce que là, on court à la catastrophe. La pause sur l'IA, comme certains ont pu réclamer, j'y crois pas. Malheureusement, c'est lancé. Alors bon, après, ça me faisait rire un peu, notamment celle qui avait été signée il y a quelques années, dont un certain Elon Musk l'avait signée d'ailleurs. ouais, C'est juste pour rattraper le retard sur ses concurrents. Donc bon, il y a oui, toujours aussi des intérêts. Donc là-dessus, voilà, non, je pense qu'il faut continuer à former, sensibiliser, puis il faut mesurer cette empreinte en fait. C'est important de mettre en place cette gouvernance avec des tiers de confiance pour y mmh, arriver, pour rassurer qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, parce que l'IA, c'est pas la solution miracle à tout, faut pas croire, quoi. mmh, mmh. Ouais, sur la pause, en fait, la pause demandée, bon, a priori, elle a été, refusée, mais effectivement, finalement, ça va tellement vite qu'en 2 ans, faire une pause, ça revient à ne rien faire du tout et adopter, la politique, américaine, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même, un équilibre à avoir, là-dessus et après, bon, responsabiliser, les entreprises, bah, au-delà de, les sanctionner, nous, en tant que consommateurs, c'est un peu, tu vois? Je pense, je pense qu'il y a un peu, un entre-deux parce que, tu vois, sur l'environnement, tu avais un peu aussi ce mouvement de déresponsabilisation des gouvernements en disant, «Bah, oui, les entreprises, peuvent prendre leurs responsabilités». Après, c'est les citoyens aussi, c'est ce que dit, Shein, hein, tu vois? Bah, s'ils sont pas contents, ils s'achètent pas et puis, regardez, si les gens achètent, c'est que ça leur fait du bien et parce que tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur la partie, IA, moi je me demande, je pense et tu me diras si tu vois la même chose aussi, c'est tu as quand même aussi, ce constat que tu as beaucoup de demandes, qui viennent des employés, qui se posent en fait naturellement ces questions. Parce que contrairement à l'urgence climatique où tu te dis: «Oui, bon moi ça va, il y a pas d'inondation chez moi, il y a pas de feu de forêt donc basiquement, je m'en fous». Ou là tu te dis: «Ah bah peut-être qu'en fait, si demain on me remplace par une IA, Mmh. peut-être que ça me concerne». Ce truc sur, les données, privées, bon quand c'est celles des autres, pourquoi pas, mais en fait, quand c'est la mienne, je peux me poser des questions, tu vois? Hem Je pense que, tu vas quand même aussi avoir ce mouvement fort, qui va mettre la pression finalement sur, bah, il faut qu'on fasse les choses bien et en plus, le bonus, c'est que, après avoir adopté l'IA et fait toutes les boulettes possibles et inimaginables,
On va se dire: «Ah, en fait, ça coûte hyper cher de pas faire les choses bien, donc alignement des planètes, faisons les choses, de façon éthique by design et faisons, pour une fois, on peut aligner, enjeux environnementaux, sociétaux et C'est ce qui va se performance passer. économique». Je pense qu'on va avoir un temps 1 qui va être, et ça serait intéressant d'obliger à un minimum de transparence sur, justement, sur tous ces biais, ces empreintes. Et puis un temps 2 où on va essayer de réguler, où on va mettre un minimum de critères on dit on pourra pas tout faire, le minimum de critères environnementaux comme sociaux, comme éthiques. Donc ça va se faire mais tu as raison, tu soulignes un point, c'est que les gens malheureusement sont pas tant concernés que ça par l'environnement, hein, parce que enfin, il suffit de voir, on n'arrête pas d'avoir des problématiques d'incendie ou Mmh. d'inondation régulièrement, et ça va s'accentuer et se multiplier. Pour autant, les gens ne changent pas leurs habitudes. Mmh. Ne serait-ce qu'en France. Enfin, en ce moment, on se parle, il y a tous les incendies dans le sud de la France, et en même temps, le gouvernement nous parle de réduire drastiquement les Mmh. budgets de l'ADEME, etc. Enfin, Ouais. on réfléchit un peu quand même un minimum. Enfin, tu vois, les gens prennent pas conscience. Enfin, ça te fait penser au film Don't Look Up. Ouais, exact. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Donc là, par contre, on va avoir un côté, c'est que l'IA, ça va être violent. En fait, c'est que si tu regardes par exemple la révolution Internet, elle a pris 25 ans finalement Mmh. à s'opérer. Et on disait, mais c'était super violent. Beaucoup de gens ont été exclus. Voilà. Là, l'IA, ça va être beaucoup plus rapide, cette transformation. Mmh. Ça va extrêmement vite. Et donc, ça va être extrêmement violent parce qu'il y a des gens qui vont être complètement dépassés par ce qui se passe. On voit déjà, il y a déjà des grands plans de licenciement qui sont en train de Mmh. se lancer parce que derrière le côté, l'entreprise va être plus productive, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais baisser ma masse salariale, je vais avoir besoin de moins de personnes pour opérer les mêmes travaux. Et donc, oui, ça va être extrêmement violent socialement, en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Ils ont peur de perdre leur emploi, à juste titre. Ils ont peur d'être dépassés dans la façon dont on va demander de travailler. Mmh. Donc, évidemment, ça fait peur. Et tout ça, et il y a un côté effrayant. Tiens, je vais raconter une anecdote. C'est la semaine dernière, je me suis retrouvé dans une réunion. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, il y avait plus d'IA que de personnes physiques. Ouais. C'est la toute première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Ouais. Et donc, elles ont mis leur IA pour faire le résumé des éléments, etc. Et donc, il y avait plus d'IA connectées que de personnes physiques. Ouais. C'est effrayant. Et demain, tu dis, mais si ça, on va avoir des réunions entre IA demain. Et quand tu te rends compte de la puissance, par exemple, des systèmes d'IA agentiques où un agent, hein, c'est un rôle, un ensemble de tâches, il prend des données en entrée, en sortie, voilà. Et c'est plein d'agents qui peuvent travailler en parallèle, avec plein de rôles définis. Sachant qu'un agent, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux en lancer 1000 d'un coup. Mmh. Donc, tu peux démultiplier les choses presque à l'infini. Imagine la puissance du truc. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui vont s'opérer sans être humain. Le système, il fait peur aussi. Alors, évidemment, on va tout de suite on pense à tout un tas de films qu'on a en tête sur ces éléments avec comment le futur sera fait demain. Est-ce que c'est pas Mmh. l'IA qui va prendre le dessus sur l'être humain? Moi, j'y crois pas à ça parce que le côté IA général, je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Je suis même pas sûr qu'on y arrivera un jour, hein. Pour faire simple, aujourd'hui, on considère qu'on est plutôt sur une IA faible. Mmh. L'IA fait encore des erreurs. Demain, on va aller vers une IA forte où c'est pour ça qu'il y a cette course au modèle de plus en plus large en nombre de paramètres. Mais l'IA générale, on en est très très loin. En fait, l'IA n'a pas de conscience. En fait, l'IA n'est pas Mmh. créative d'ailleurs, elle est générative. En fait, elle ne sait faire que ce qu'on lui demande de faire. Par contre, Mmh. c'est vrai qu'elle est très puissante. Ouais. Mais on peut imaginer plein de scénarios catastrophes comme ça, et ça crée dans l'imaginaire des personnes énormément de stress. Mmh. Plus ce stress très en fait concret de dire je vais perdre mon emploi potentiellement Mmh. ou je vais plus savoir faire mon job. Et ça, oui, c'est un vrai problème. Et c'est là où, quelque part, moi, c'est un des sujets aussi qui me fait extrêmement peur dans la transformation de l'IA, et dans lequel il faut prendre conscience. Je pense que les années à venir vont être violentes socialement. Ouais. Je dirais vraiment en termes de violence socialement. Ouais. Ça va être très dur. Mmh mh. Donc, et ça, c'est assez effrayant. Et je pense que dans certains pays, ouais, si c'est pas accompagné, ça Ouais. va faire mal. C'est pas pour voir que le côté noir hein, des choses. J'essaie plutôt de voir le côté positif, moi, de l'innovation. J'adore l'innovation. Je suis ingénieur d'information, ça me plaît, j'adore Mmh. ça, ça me passionne. Regarder comment fonctionne un système d'IA, etc. Moi, ça me passionne, mais il faut être conscient des effets que ça va avoir. Et qu'en effet, ça va avoir des effets sociaux importants, comme des effets environnementaux où on va accélérer cette déréglementation climatique. Et tout ça, on va en payer le prix. Alors oui, il y a des côtés positifs aussi. Hein, parce que sinon, tu vas voir, là, j'ai l'impression de peindre un tableau hyper noir. On va tous se suicider en sortant, là. Mais il y a plein de choses. Par exemple, dans la santé, c'est génial. Moi, je suis persuadé que l'IA va nous permettre enfin de battre cette foutue merde de cancer. Et voilà, et ça, il y a plein de tu vois bien, la puissance de l'IA pour résoudre plein de problèmes de société. Donc, c'est génial.
Mais comme tu le dis, il faut l'utiliser pour des choses qui sont vraiment utiles et pas en mettre sur tout et n'importe quoi, quoi. Et Mmh. donc d'avoir 10 IA qui sont connectés pour faire le même compte rendu de réunion, ça n'a pas de sens, par exemple. Ouais. Je prends un exemple hyper simpliste exprès, mais ça n'a pas de sens. Il y a plein de comme ça de systèmes d'IA, il va falloir se questionner, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce qu'on ne peut pas le faire différemment Mmh. pour penser les choses et, voilà, et faire les choses proprement. Ouais. Donc ça peut être très positif, mais c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et là, on est un peu dans le tout début. Hein. On ne sait pas Mmh. trop, on ne maîtrise pas trop ça, on s'essaye, et voilà, on va se prendre des murs, on va tomber, on va se Ouais. relever. Je- Moi, j'ai envie d'être confiant. Je pense que l'Europe prend les choses du bon côté. Mmh. Ouais, Au je suis moins, elle s'est d'accord. questionnée de dire il y a une empreinte, il y a des Mmh. biais environnementaux, il y a des biais sociaux. On en prend conscience, on essaie de mettre un mini cadre qui ne va pas très loin. C'est Mmh. vrai. Mais au moins, il existe. C'est Ouais. mieux que rien. Ouais, je Donc, suis d'accord. ça va dans le bon sens. Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, donc ça va très vite et il y a beaucoup de sujets très tabous, hein, notamment cette question, sociale autour de l'IA et le risque et ce sur quoi, dans quoi il faut absolument pas tomber, c'est de l mettre sous le tapis, justement, ces sujets au moment de l'adoption. C'est-à-dire, ouais, je fais de l'IA, mais on va pas trop parler, de la question du, remplacement, en fait, et des plans sociaux. Ouais, je fais de l'IA, mais du coup, on va pas trop parler de mon empreinte environnementale. Là où, au final, de toute façon, ce sujet, si on le met sous le tapis, enfin, ça va être encore pire, finalement. Donc, quitte à dire, bah, on sait que l'IA, ça va remplacer des personnes, ça a un impact sur le marché du travail, etc. Soyons pragmatiques. Ne mettons pas sous le tapis ce sujet du je déploie de l'IA et je vire des gens, parce que c'est un fait, tu vois. Mais plutôt posons-nous la question de comment on le fait et qu'est-ce qu'on prévoit pour ces gens-là et c'est quoi notre politique et c'est quoi notre posture là-dessus. Et je pense que si on rate ce truc du on parle pas des sujets qui fâchent maintenant, c'est ça en fait qui va faire que tout va dégénérer beaucoup plus. Parce que finalement, faire les choses avec éthique et responsabilité, c'est pas un cadre fixe, c'est un cadre mouvant. Et c'est se dire bah, comment est-ce qu'on ajuste ça, quelles sont les limites, et tout le temps questionner, et, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des solutions qui font le diagnostic, tu vois, déjà, d'où on part. Disons-nous les choses froidement, le constat sur les adoptions, le social, l'impact environnemental, et bonus, en fait, c'est hyper lié aux impacts économiques et c'est une question de survie pour ta boîte de toute façon. C'est une question de survie pour les employés, de se projeter en disant bah, demain, j'ai plus mon job, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc ça, je pense que on... les médias mériteraient beaucoup plus de parler de ces sujets-là pour préparer les gens, parce que je suis hyper d'accord avec toi, le niveau social, c'est très très compliqué. C'est C'est... tabou, mais tu as raison, mais c'est tabou, ça va le rester. Je vois pas une grande entreprise française se dire bah tiens, je déploie tout un tas de use cases d'IA parce que ça va me permettre de licencier 5000 personnes, de faire mon travail, de continuer à l'opérer avec 5000 personnes de moins. Ouais. C'est pas possible. Après, on a la chance en France d'avoir des garde-fous, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme aux États-Unis où tu peux virer Mm. quelqu'un du jour au lendemain. En fait, tu as un contrat à la semaine. Chez nous, le concept du CDI, d'ailleurs, que français, bon, bah, au moins, il y a une certaine protection sociale et ça va se faire, j'espère en tout cas, au moins en douceur là-dessus. Donc, ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour les jeunes générations, c'est d'arriver à Mm. s'insérer dans tout ça. Ce qui est marrant, enfin marrant, je sais pas, mais moi je dis souvent c'est un peu la révolution des cols bleus, l'IA. Ouais. C'est-à-dire que en fait, c'était ceux qui ont été touchés par la révolution industrielle il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, finalement, tous ceux qui ont des travaux manuels, eux, ils sont pas touchés par l'IA et tu auras toujours Mm. besoin d'un boulanger et voilà, tu as toujours Ouais. besoin d'un coiffeur. Donc et ça, c'est chouette. Ouais. Et en effet, c'est vrai que les personnes dans les bureaux, il va falloir qu'elles apprennent à se questionner, de dire bah, demain, mon travail, ça ne sera pas le même. Mm. Donc, soit j'apprends à faire avec l'IA, soit j'apprends un autre job, soit j'ai un travail qui est un peu plus hybride. C'est pas si négatif que ça, en fait, Ouais. parce que finalement, une nouvelle génération, elle ne se voit pas faire le même travail tout Mm. le temps. Ça t'oblige à changer de vie professionnelle plusieurs fois dans ta vie. Il faut juste l'accompagner, comme tu dis, et le permettre. Et voilà, il faut en prendre conscience et prévoir ses plans en fait, de transformation et permettre de faire en sorte que c'est un peu comme toujours notre transition environnementale est très liée à notre transition sociale en fait. Mm. C'est-à-dire que quand tu accélères sur la transition environnementale, tu te rends compte que dans certains domaines, tu auras besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre et dans d'autres, beaucoup moins. Mm. Et donc, c'est comment j'arrive à faire, à migrer ces personnes Mm. et à les former.
Et donc, sur l'IA, ça va être un accélérateur sur ces transitions-là, Mm. qui va aller vite. Alors, il va falloir que les entreprises et nos gouvernements soient agiles. Ouais. C'est là où c'est pas gagné, parce que par définition, les grosses entreprises et les gouvernements, c'est pas l'agilité qui, voilà, Mm, mm. liée à souvent des guerres politiques, liées à des organisations qui ont un certain héritage, c'est jamais simple, voilà. Donc Ouais. c'est ce qui, voilà, et c'est là où peut-être que j'ai envie de dire, l'Europe peut-être me rassure pas, et la Mhm. France encore plus, où finalement dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on est plus plus vite dans l'action, plus vite dans l'adoption. Mm. Ouais. Pas forcément notre cas. Et c'est ce point-là qu'il va falloir travailler, je pense, sinon qui va être un risque pour la réussite de nos transitions. Ouais, je suis complètement d'accord et je dirais même être agile et transparent, que les deux aillent ensemble. Et ça, tu vois, si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura notre carte à jouer ou du moins on pourra limiter les dégâts ou prendre la vague en fait un peu plus sereinement, quoi. Et donc là, bon, on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Deux sujets qu'on n'a pas encore abordés, c'est le lien en fait finalement entre souveraineté numérique et considération environnementale. Parce qu'en fait, la souveraineté numérique, le fait de rapatrier nos données sur le territoire européen ou d'apporter de la transparence là-dessus, là où on a en fait des énergies plus décarbonées que aux États-Unis, ça en fait finalement ça embarque les considérations environnementales. Est-ce que aujourd'hui tu constates qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça ou pas du tout? Et la deuxième, ça va être ma deuxième question, ça va porter plus sur donc la stratégie européenne de l'ouverture des communs numériques. On pourra creuser un peu plus. Comment est-ce que vous vous insérez en fait dans cette stratégie? La souveraineté numérique, c'est le sujet du moment, beaucoup poussé par notre ministre du numérique, Lara Chapaz. C'est chouette de pousser ce sujet-là. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut le pousser au niveau européen, pas français. La France ne pèse Mm. pas assez globalement. Donc, c'est un sujet qu'il faut pousser au niveau européen, parce qu'on trouvera plutôt des solutions européennes. Donc voilà, c'est nécessaire. On a de très belles cartes à jouer. Parce que comme tu le disais, l'avantage, c'est que la France, on a une énergie qui est faiblement carbonée. Alors, sur les autres critères environnementaux, elle n'est pas forcément top, hein, parce Mm. que le nucléaire, c'est pas bon pour l'environnement, pas se mentir non plus. Mais pour autant, on a une capacité de production électrique qui est très importante. On pourrait produire plus. Donc, finalement, pour accueillir data center, c'est plutôt une bonne chose. Ça évite que nos données soient hébergées dans d'autres pays comme les États-Unis, où finalement, à la main de gouvernements mal intentionnés qui captent toutes tes données et qui en font un mauvais usage. Donc, il y a quand même un enjeu clé là-dessus, sur notre souveraineté numérique. Donc, je pense qu'on est bien armé, on peut faire quelque chose, mais il va falloir qu'elle se fasse au niveau européen et qu'on accélère un peu plus. Prenons le cas, par exemple, des cloud providers. Tu as 3 acteurs qui dirigent le marché, hein. Donc, c'est Google, Amazon et Microsoft. Sortis de là, les autres, ils ne pèsent pas grand-chose. Donc, on a des beaux acteurs français. OVH, Kelweb, on ne citer que, mais en fait, ils sont tout petits par rapport aux autres. Là, pour moi, typiquement, l'Europe, elle doit dire bah, il nous faut un acteur européen. Mm. Et donc, on pousse à créer un Airbus du cloud. Voilà, et on favorise ça, et en orientant toute la commande publique vers ces acteurs-là, qui est déjà énorme, la commande publique européenne, et en poussant toutes les entreprises à faire de même. Donc, il y a matière à le faire. Il y a on voit d'ailleurs Airbus, c'est pas qu'une belle réussite, mais en ce moment, c'est plutôt une belle réussite. Plutôt gagner son match face à Boeing. Et les entreprises, du coup, elles s'en emparent du sujet ou il n'y a pas encore le... Pour les entreprises, qu'à moitié. Non, pas énormément. Non, mais en fait, pour leur défense, ils n'ont pas tant de solutions que ça, hein. Ouais. C'est demain, tu veux avoir quelque chose d'hyper poussé en termes de plateforme as a service, etc. Tu vas malheureusement très vite vers des solutions qui ne sont pas françaises. Donc on manque encore de le serpent réponses. qui se mord la queue, quoi, en fait. Et même, voilà, en IA, on a la chance d'avoir un LLM français, Mistral, c'est top. Français, Ouais, français-ish. Ouais. exactement. Donc, mais au moins, allez, on va dire qu'il est quand même en grande partie français. Essayons de favoriser cela. Donc oui, on a besoin d'alternatives sur plein de sujets. Et on voit bien, et ça va faire la transition vers ta deuxième question, qui est sur les communs numériques et tout ce qui est open source globalement. Oui, on a besoin d'une alternative, par exemple, à un Office 365. On ne peut pas être dépendant d'un acteur comme Microsoft, c'est pas possible. Il faut des alternatives, donc il faut investir dessus. Voilà, il faut des communs numériques pour ça. Après, pas se mentir, hein, l'open source, c'est pas c'est génial, mais c'est pas la solution à tout. Tout d'abord, l'open source, c'est pas gratuit. La plupart du temps, les entreprises, elles payent pour l'open source qu'elles payent pour un service, pour un usage. Voilà, mais par contre, de mettre à disposition des communs, c'est nécessaire.
Nous, c'est ce qu'on fait. On contribue, on a toute une partie de notre méthodologie qui est en open source, que n'importe qui peut utiliser. On produit aussi des facteurs d'impact par nos Mmh. équipes R&D, elles sont en open source. Tu vas sur notre GitHub, tu vas trouver les éléments. Et Ouais. demain, on se pose la question. Précise peut-être un peu plus, enfin l'enjeu justement sur le calcul, de l'empreinte de l'IA, sur, ces facteurs d'impact, quelles sont les grandes questions et les consensus? Enfin, pourquoi il y a besoin de rassembler des acteurs pour créer un commun numérique autour de ça, pour pouvoir avancer, peut-être préciser, ce En fait, si je veux être un peu schématique, pour mesurer une empreinte environnementale, je vais récupérer tout un tas de données d'usage et je vais les multiplier par des facteurs d'impact qui vont me permettre de donner une empreinte environnementale. Et je vais la calculer sur l'ensemble du cycle de vie. À la fois la phase d'usage, je vais en prendre en compte aussi toute la partie fabrication des équipements jusqu'au recyclage de l'équipement. Donc pour ça, j'ai besoin de facteurs et certains n'existent pas encore. Il faut ces travaux de recherche pour disposer de ces facteurs-là. Donc on a besoin de méthodes d'évaluation. Ce n'est pas de la mesure d'un point de vue scientifique, c'est de Mmh. l'évaluation, une méthode d'évaluation pour qu'elle soit fiable et stable et le plus précise possible d'avoir ces éléments-là. Donc ça, on a besoin de ça. Donc il faut contribuer tous. On le fait au travers d'associations qui sont top, comme Boavista, comme l'INR et d'autres. Donc tous les acteurs aujourd'hui n'ont pas de mal à collaborer ensemble et je trouve que c'est chouette parce qu'on a tous intérêt de toute façon à faire avancer les choses. Voilà, donc nous aussi, on fait notre part. On contribue dans ces associations-là ou dans des groupes de travail globaux. On contribue en mettant à disposition une partie de nos travaux et on étudie même que certains modules de notre suite pourraient être en mode open source, voilà, pour justement accélérer les choses. Donc Mmh. c'est nécessaire, c'est comme un numérique, on en a besoin, comme c'est nécessaire demain d'avoir un cadre d'évaluation de cette empreinte qui permettrait d'ailleurs, et je pense qu'on n'est pas loin, de sortir une loi qui obligera une transparence Mmh. sur l'empreinte et l'ensemble des acteurs que le fassent les choses avec plus de transparence. Mmh. Et donc tu me disais qu'en fait, même, entre, comment dire? Concurrents, vous aviez intérêt à travailler en fait, là-dessus, tout le monde y gagne, à contribuer à ces communs numériques, On au collabore tous en final, France, en ouais, tout cas, ça se passe super bien. ouais, Sincèrement, on trop a bien. la chance Mmh. d'avoir un ensemble d'acteurs qui sont tous dans le même sens. Enfin, on croit tous en la même chose, quoi. Ouais, On a une vraie conviction sur un numérique qui soit au service de tout le monde, de toutes et tous, et de nos ressources naturelles. Donc, ouais, ouais, on agit tous dans ce sens-là. Donc, c'est beau. ouais, C'est non, beau. c'est beau, non, C'est ça bien de marche retrouver bien. ça partout, mais c'est beau. Ouais, Ouais, niveau mondial, ça marche un peu moins bien, mais ouais, en ouais, je France, c'est comprends. pas mal. Super. Super. Bah, écoute, je te remercie. Alors on peut parler, avant de clôturer cet épisode, donc tu as, écrit, il y a quelques années, cet ouvrage, donc les 40 mots pour un numérique, responsable, et tu as contribué aussi, aux enjeux numériques pour une IA responsable et éthique. Tu veux en dire 2 mots? Ouais, avec plaisir. C'est le moment pub, c'est ça, c'est comme Ouais, les c'est ça, émissions. c'est Donc, la pub. ouais, en fait, ça, c'est un livre hyper sensible, hyper vulgarisé qui permet de sensibiliser en fait, à le fait que le numérique a une empreinte et les biais du numérique. Et voilà, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller lire. C'est accessible à tout le monde. Ça n'a justement pas été vocation à être écrit pour des gens dans l'informatique, mais plutôt Mmh. monsieur tout le monde. Voilà, c'est aux éditions Contenta, 40 mots pour un numérique responsable. C'est impression à la demande, c'est correct à mes valeurs, en Ouais, fait, justement. Donc, vous pouvez l'acheter pas mal. chez n'importe quel libraire et plateforme de distribution. Et ça, c'est un livre que j'aime bien. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai juste contribué sur un article sur l'empreinte environnementale de l'IA. Mais c'est les Annales des mines qui produisent ça. Et donc, vous avez sorti un numéro spécial pour une IA responsable et éthique. Voilà. C'est en ligne, gratuitement, accessible. Vous tapez Annales des mines, voilà, pour une IA responsable et éthique. C'est très bien écrit. Puis après, en termes de lecture, moi, il y a un livre que j'adore, c'est Nexus. Ouais. Voilà, c'est un de mes préférés. Ah ouais. Après, je vais terminer par du franc-parler, mais il y a beaucoup de merde aussi sur de livres sur l'IA, je vais le dire avec mes mots, mais en fait, là, dernièrement, je me suis amusé, j'ai lu une vingtaine de livres sur l'IA. Ouais. Je pense que 80%, il ne faut même pas lire. Comme Ils c'est sont sujet à la écrits mode, tout avec le monde de écrit l'IA. là-dessus, Puis, par des avec gens de qui ne l'IA maîtrisent aussi. pas vraiment. Oui, oui, je pense en plus certains écrits Ouais. par de l'IA. Ouais. Donc voilà, mais il y a quand même quelques très bons livres, en fait. Donc Ouais. je pense à celui-ci qui est hyper intéressant, Nexus. Il y en a d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, c'est une manière de s'instruire sur le sujet. Moi, j'ai plein d'idées d'autres livres, il faudrait que j'arrive à prendre le temps. Ouais. J'adorais me pencher sur un peu le côté imaginaire, tu vois, écrire un roman sur penser demain ce que pourrait être le monde. Mmh. C'est des choses qui sont passionnantes à voir, tant d'un Prospective. point de vue positif que négatif, et ce que pourrait donner. Ouais. Il y a des livres sur le sujet aussi qui sont... Voilà, c'est... Ok. Super. Bah écoute, je te remercie. Donc bon, j'espère que pendant cet épisode, on a un petit peu levé
le mystère sur la question peut-on concilier performance économique et environnementale? Et la réponse, on va dire globalement, c'est oui, et d'autant plus avec l'IA. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et donc si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à soutenir l'épisode, à le partager, mettre des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer le projet. Et sinon, je vous dis à l'épisode prochain. Et d'ici là, restons critiques et engagés.